Si vous avez 100 000 € à investir aujourd'hui en immobilier, choisir entre Bali et Dubaï peut vous faire gagner énormément, comme perdre des milliers d'euros sur les prochaines années. Donc Bali et Dubaï, c'est deux marchés qui sont extrêmement populaires en ce moment. On en parle depuis plusieurs années. Ils sont en très fort développement. Après, chaque marché a vraiment sa typologie d'investisseurs, ses rendements, ses investissements, etc. Ils ont quasiment rien en commun et pourtant beaucoup d'investisseurs hésitent entre les deux comme si on parlait des mêmes choses. Donc dans cette vidéo, on va comparer les deux marchés de façon vraiment concrète pour voir les similitudes, les différences et quel pays correspond le mieux en fonction de certains types d'investisseurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'habite à Dubaï et j'accompagne les investisseurs francophones à investir à l'étranger, donc à développer leur patrimoine à travers différents pays comme Dubaï, la Géorgie, Bali ou la Thaïlande, là où moi-même j'ai déjà investi. C'est pour ça que je me permets d'accompagner maintenant d'autres personnes. Donc si toi aussi tu veux investir en immobilier à l'étranger et que tu sais pas comment t'y prendre, il y a un lien en première ligne de description où tu peux prendre un appel avec moi complètement gratuit et on voit ensemble ce qui est le mieux à faire en fonction de ta situation et ton budget. Donc pour commencer cette vidéo, beaucoup d'investisseurs mettent Dubaï et Bali exactement dans le même panier et pour moi c'est vraiment une grosse erreur et je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un rapide rappel pour commencer des différentes caractéristiques de Dubaï et de Bali. Donc Dubaï, vous le savez tous, c'est un hub économique international. La croissance démographique est énorme, on a de plus en plus de gens qui viennent habiter à Dubaï, on a de plus en plus de résidents et aussi de plus en plus de touristes. C'est un marché qui est structuré et réglementé depuis plusieurs années et donc par conséquent de plus en plus mature. En face de ça, on a Bali, qui est vraiment un pays qui est drivé quasiment à 100% par le tourisme. La plupart des gens sont attirés là-bas par le lifestyle beaucoup plus que pour le côté économique et business. On a une très forte demande en termes de location saisonnière. C'est pour ça qu'on a des très hauts rendements, ce qu'on verra après. Mais contrairement à Dubaï, on a un marché qui est quand même beaucoup moins structuré, moins mature et avec moins de possibilités de détention à long terme. On va maintenant aborder le sujet des tickets d'entrée parce que du coup, on entend vraiment de tout et n'importe quoi, que ce soit sur Dubaï ou sur Bali. Le plus gros mythe de l'investissement à l'étranger, c'est vraiment le ticket d'entrée et de croire qu'il faut être riche pour investir à Bali ou à Dubaï. Contrairement à ce que pense beaucoup de monde, à Dubaï, on a beaucoup de possibilités de financement, que ce soit des financements bancaires sur 20 ou 25 ans, qu'on soit résident ou non résident. On a beaucoup de possibilités de plans de paiement avec les promoteurs qui sont pendant la construction et parfois aussi étalés après la construction. Et on a vraiment un très large choix de biens. Ça va du studio dans une très belle résidence à la très grosse villa dans une grosse communauté. On a des one bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, des townhouses, des villas, etc., bord de mer ou alors plus en centre-ville. On a vraiment un énorme choix en fonction de la typologie d'investissement, de son budget, etc. Là où on le verra après à Bali, on va, pour avoir un bon investissement, avoir un choix un petit peu plus restreint. En termes de caractéristiques, donc, à Bali, on va avoir du paiement en cash qui est beaucoup plus répandu. On va aussi avoir des possibilités de financement comme à Dubaï. Par contre, on n'aura pas du tout de possibilité de financement bancaire ou alors c'est extrêmement rare. Il faut avoir un ou une locale en conjoint pour pouvoir faire ça. Mais c'est vraiment très compliqué. Je le conseille pas du tout. C'est vraiment source d'emmerde. Et pour le coup, on a des plans de paiement qui sont aussi très répandus à Bali sur la construction de neufs. Mais là, encore une fois, on va devoir faire vraiment bien attention au montage juridique qu'il y a derrière. Est-ce que c'est du leasehold? Est-ce que c'est du freehold, etc. Ensuite, on va voir le fameux sujet des rendements locatifs qui vont être bien différents entre Dubaï et Bali. Parce qu'entre un rendement promis à 15% et le rendement réel encaissé, parfois il y a vraiment un monde. On peut avoir 5-6% de différence entre les deux. À Dubaï, donc on va avoir un petit peu moins de rendement que ce qu'on pourrait avoir à Bali. Par contre, ils sont beaucoup plus prévisibles parce qu'à Dubaï, on va quand même avoir beaucoup plus de choix concernant la location longue durée plutôt que la location courte durée. La location courte durée va être un petit peu plus rentable, mais on va pas voir une énorme différence entre la longue et la courte durée à Dubaï. Et du coup, quitte à choisir, autant prendre un petit peu moins de rendement, être en location courte durée, avoir des contrats sur 1 an directement où la plupart des gens payent en un chèque, ils vous payent l'année en avance, ce qui fait qu'on a vraiment une très grosse visibilité et donc une grosse sécurité concernant notre investissement. On a du coup une forte demande locative long terme puisqu'on a de plus en plus d'expatriés, on a de plus en plus de résidents, on a de plus en plus de touristes aussi et donc des possibilités de rendement locatif court terme aussi. À Bali, pour le coup, on va avoir des rendements beaucoup plus élevés. Là où à Dubaï, on était sur du 7 à 9% net, ce qui est déjà très bien. À Bali, on va pouvoir tabler entre 10 et 15% net très facilement. Mais pour le coup, on va être exposé à de la location courte durée, donc de la location saisonnière. On va avoir beaucoup moins de visuels, où on va avoir beaucoup moins de visibilité sur ce qui va se passer pendant l'année. On va difficilement pouvoir prévoir un petit peu les entrées d'argent qu'on va avoir. Et on va avoir une très grosse dépendance au taux d'occupation. Il suffit qu'il y ait un autre Covid, que les frontières soient fermées, étant donné que le tourisme, c'est 100% de ce qui se passe à Bali, on prend quand même un plus gros risque. Et donc, qui dit location court terme, dit forcément management, dit donc conciergerie, et donc plus de frais. En moyenne, à Bali, les conciergeries vont prendre à peu près 20%
du rendement brut qu'on va avoir sur un appartement, aussi avec le turnover, les petites rénovations qu'il va y avoir à faire à droite à gauche, le changement de l'électroménager, etc. On passe d'un 15% brut à un 10-11% net, ce qui est déjà extrêmement bien. Ensuite, concernant les risques, dans ces deux pays, j'aurais tendance à dire que le danger à Dubaï ou à Bali, c'est pas les marchés en eux-mêmes, mais ça va être la personne et l'équipe en qui vous allez faire confiance sur place. Par exemple, à Dubaï, un mauvais promoteur, ça peut tuer votre investissement, un mauvais emplacement, ça peut tuer votre investissement aussi. Un achat émotionnel, c'est la même chose, faut vraiment faire attention. Effectivement, des fois, un investissement vue bourge, etc., c'est vraiment génial. Émotionnellement, on va avoir une vue bourge. Pour de la location longue durée, ça va peut-être être un petit peu moins rentable qu'un appartement qui est dans une zone beaucoup mieux desservie, avec moins de trafic à la longue, etc. Et pour le coup, évidemment, ce qui peut mettre votre investissement en péril et ce qui est un gros risque, c'est les projections de rentabilité qui peuvent être totalement irréalistes en fonction de votre agent immobilier ou de l'équipe qui vous accompagne sur place. À Bali, on va plutôt avoir des risques de type juridique au niveau du coup du montage juridique, freehold, leasehold, les contrats qui sont mis en place, etc. On va avoir aussi quand même un risque en termes de finition et de construction, un petit peu comme le risque promoteur à Dubaï, mais là, on va plutôt avoir un risque de qualité de construction puisque il y a des qualités extrêmement différentes à Bali, comme en Thaïlande, puisque comme on a du leasehold et du freehold, les qualités de construction en leasehold vont être bien inférieures à ce qu'on peut trouver en freehold. Donc le but, c'est vraiment, en fonction de votre stratégie, de trouver le meilleur compromis. Mais du coup, ça reste quand même un risque puisque quelqu'un qui veut faire construire pour du freehold, s'il veut chercher au moins cher la construction, il va avoir une qualité de leasehold qui peut être vraiment parfois médiocre. Et à Bali, comme je le disais tout à l'heure, on a une très très forte dépendance au tourisme, là où on en a un petit peu moins à Dubaï, ce qui fait que ça reste quand même un risque majeur. Ensuite, le cinquième gros point de cette vidéo, ça va être le potentiel de valorisation. Souvent, j'aime bien dire que le rendement vous rend riche lentement, mais la valorisation peut vous rendre riche rapidement. À Dubaï, par exemple, le fait d'investir sur un projet dans un quartier en construction, avec beaucoup d'amenities, avec une autoroute qui va arriver, le métro qui va arriver dans les futures années, le fait qu'on ait un très très bon plan de paiement promoteur, qu'on arrive quand même au tout début du projet, ce qui fait qu'on peut profiter d'une zone qui n'est pas du tout encore construite, un building qui n'est pas du tout encore construit, ce qui veut dire avoir un prix quand même très très bas et faire un x2, x3 en 3, 4, 5 ans de construction. C'est pas du tout déconnant, je l'ai déjà vu. Après, évidemment, toutes les zones ne se valent pas, tous les projets ne se valent pas, tous les promoteurs ne se valent pas non plus, mais c'est des chiffres qui sont réalistes. Et à Bali, en termes de potentiel de valorisation, étant donné que toutes les zones sont quand même de plus en plus bondées, on va pas forcément jouer sur la zone géographique, mais le mieux, ça va être de jouer sur la construction nous-mêmes d'une villa avec un thème, avec une très bonne stratégie derrière, qu'on soit en leasehold ou en freehold. Moi, je pense que à Bali comme en Thaïlande, le meilleur plan, ça va être d'acheter sur plan, de faire construire. Un petit peu comme à Dubaï, mais à Dubaï, on a aussi d'autres possibilités d'achat dans l'ancien, de rénovation, etc. Là où Bali et Thaïlande, ça va être vraiment, pour moi, là où il y aura le plus d'argent à se faire de la construction de villas. Maintenant, quel marché pour quel profil? Le meilleur investissement entre Dubaï et Bali, ça n'existe pas. Ça dépend vraiment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, de votre profil, de vos objectifs, de votre budget. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Dubaï, c'est souvent beaucoup plus adapté si tu cherches du patrimonial, de la prise de valeur à long terme, si tu cherches un petit peu quand même de la sécurité, un marché mature, une certaine liquidité, parce qu'à Dubaï, malgré que ça soit un marché très très valorisé, on a des biens extrêmement liquides, des transactions qui peuvent se faire très rapidement. On a beaucoup de demandes sur Dubaï, là où on a un peu moins de demandes sur Bali, ce qui fait que effectivement, on a quand même un marché beaucoup plus liquide sur Dubaï, ce qui veut dire que demain, si on doit vendre son bien immobilier et qu'on a un bon agent immobilier derrière pour le vendre, on va pas être obligé de le brader et l'affaire, elle peut être pliée en 1, 2 ou 3 semaines. Et l'investissement à Bali va être adapté pour moi si tu cherches quand même un investissement plutôt agressif avec du rendement court terme, avec des stratégies en leasehold où en fait on va pouvoir faire des investissements sur 2, 3, 4, 5 ans grand maximum avec un très fort potentiel de locatif court terme, puisque qui dit achat leasehold dit sous-payé au marché. On essaye de sécuriser 30-40% de lease. On en profite pendant 5 ans à fond avec, du coup, comme on a sous-payé à l'achat, on va pouvoir taper des 16, 17, 18, 20% de rendement et du coup revendre au bout de 5 ans. Et ça, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante sur Bali. Par contre, du coup, c'est une plus grosse prise de risque. C'est quelqu'un qui va chercher un investissement quand même du coup plus agressif. Et c'est aussi quelqu'un qui va être à l'aise avec le fait de payer cash parce que oui, on va avoir des plans de paiement, mais les constructions à Bali, elles se font en 1 an, ce qui fait que le plan de paiement
vraiment, il va s'étaler simplement sur 12 mois, là où il pourrait s'étaler sur 5 années ou plus à Dubaï. Donc il faut être quand même prêt à injecter un petit peu plus de cash, quitte à s'associer avec différents investisseurs. Après avoir investi sur plusieurs marchés, j'ai remarqué que beaucoup de gens font la même erreur. Ils choisissent le pays où investir avant même d'avoir mis en place leur stratégie, avant même d'avoir regardé ce qu'ils voulaient eux réellement en termes d'objectifs, et juste parce qu'ils ont entendu parler de Bali ou de Dubaï sur les réseaux, parce que des amis à eux ont investi dans tel ou tel pays, etc. Et ils préfèrent donc suivre les tendances plutôt que les fondamentaux réels des marchés. Personnellement, sur Dubaï, ce que j'aime bien faire, c'est acheter des studios ou des one bedroom avec des très gros plans de paiement, ce qui veut dire que idéalement, je vais aller sur des projets qui seront livrés dans 2 ou 3 ans, puisque du coup, je vais rentrer au début des projets avec un prix vraiment dérisoire. Idéalement, c'est choper des plans de paiement très intéressants du style 30-70, 35-65, etc. Ce qui fait qu'on n'a que 30 à 35% à payer pendant la construction. Si la phase de construction est de 3 ans, ça fait vraiment pas beaucoup de cash à sortir. Et au moment de la livraison, soit on revend pour de la plus-value, soit le reste à payer, on le fait financer par une banque. Ce qui fait qu'en fait, tout au long de notre investissement, on aura eu très peu de cash à sortir. Et pour le coup, à Bali, comme j'ai pu vous en parler plus tôt, ce qui est vraiment intéressant et la stratégie que j'applique moi-même, c'est vraiment la construction de villas. Donc c'est acheter ou louer un terrain, faire construire sa villa dessus, en profiter pendant 4-5 ans vraiment de manière très agressive sur de la location courte durée et ensuite revendre le leasehold à quelqu'un qui veut habiter ou faire de la location un petit peu moins agressive sur les 25, 30, 35 ans de lease qui lui restent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé pour l'investissement à l'étranger, comme j'ai dit en début de vidéo, vous avez un lien en première ligne de description. C'est un appel avec moi totalement gratuit où on voit ensemble les différentes stratégies et pays qui pourraient être intéressants pour vous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine à vous.